Bon. J'arrive à ma conclusion. Repenser la démocratie aujourd'hui, c'est donc marquer un double écart. Écart par rapport à la vision qui identifie la démocratie à la réalité du fonctionnement d'un État et ou d'une société. Écart aussi par rapport à la critique marxiste qui interprète la contradiction démocratique comme une apparence qui révélerait, disons, qui cacherait une vérité, mais une apparence qui serait dissipée par le mouvement de l'histoire et par la science des relations sociales. S'il faut encore parler de démocratie pour moi, c'est dans la mesure où cette notion est celle d'une capacité partagée et d'un mode d'action fondé sur cette capacité. C'est dans la mesure où cette capacité partagée est pensée et mise en œuvre dans sa puissance paradoxale, sa puissance dissensuelle. Cette double exigence, pour moi, marque une distance par rapport à d'autres façons de penser aujourd'hui la radicalité politique. Bon, ces dernières années, divers penseurs ou groupes militants ont entendu réveiller l'idée du communisme comme seule idée réellement antagonique par rapport à l'ordre étatique capitaliste régnant. Mais ils l'ont fait en reprenant à leur compte l'une ou l'autre version de cette critique marxiste qui reste solidaire du présupposé inégalitaire. D'un côté, certains posent l'exigence communiste comme la seule réponse à un monde contemporain qu'ils nous décrivent voué au culte de la marchandise et du spectacle, à l'injonction de la jouissance et aux formes narcissiques de l'expérimentation de soi. Cela veut dire qu'ils reprennent effectivement l'identification entre démocratie et règne du marché, qu'ils reprennent la vision catastrophiste d'une humanité démocratique se suicidant elle-même. Face à cette vision, le communisme apparaît comme la seule alternative. Mais la question se pose alors, si telle est la situation, avec quelle force subjective ce communisme peut-il être construit, quelle force peut-il trouver dans cet univers démocratique décrit comme, disons, un univers entièrement voué à la consommation et au culte de la jouissance. Bon, significativement, si je pense, bon, il y a une, disons, c'est un excursus par rapport au texte, j'en excuse pour la traductrice, mais bon, significativement, bon, il y a cette interview d'Alain Badiou à un journal américain qui dit, bon, ce qu'il nous faut, c'est une discipline communiste, parce que la discipline est la seule force qui reste à ceux qui n'ont rien. Et bon, Slavoj Žižek a repris avec beaucoup d'enthousiasme cette formule, quoi. Mais cette formule, en même temps, me semble reprendre effectivement, je dirais, le présupposé inégalitaire, à savoir le présupposé de gens qui n'ont rien. L'idée qu'il y a une force des gens qui, par ailleurs, sont entièrement dépourvus de toute autre force. Ce qui veut dire, en même temps, je dirais, d'une certaine façon, dépourvus de la force de penser leur situation. Bon, d'autres penseurs reprennent, bon, avec Tony Negri et Michael Hart, la formule marxiste, le communisme est le mouvement réel qui abolit l'ordre existant. Mais je crois que cette idée du mouvement réel recouvre en fait deux choses bien différentes, ou prend deux sens bien différents. D'un côté, il reprend la vieille idée selon laquelle les forces productives développées par le capitalisme entrent en contradiction avec les rapports de production capitaliste et les font exploser. Bon, on sait comment cette thèse a été appliquée, un peu mécaniquement parfois, au développement de la production immatérielle, pour montrer que, du fait de ce développement, la réalité de la production capitaliste était de moins en moins faite de richesses matérielles appropriables, de plus en plus assimilables à, disons, une puissance intellectuelle partagée par les travailleurs nouveaux qu'elle produit, les travailleurs communautaires, producteurs de cette richesse. Donc à la fois produit de cette richesse et producteur de cette richesse. Le capitalisme de la production immatérielle forgerait ainsi lui-même une puissance communiste de l'intelligence collective. Mais le problème, je crois, est que l'intelligence collective, forgée par un système de domination, reste toujours l'intelligence de ce système, quel que soit par ailleurs le nombre de ceux qui collaborent à ces formes. C'est pourquoi la théorie des multitudes, élaborée par Tony Negri et Michael Hart,
tend toujours à osciller entre deux pôles, entre cette logique du développement des forces productives et une toute autre logique où c'est proprement l'autonomisation des formes de résistance et de vie créées par ces travailleurs dits communautaires qui constituent le noyau présent du communisme à venir. La multitude est alors définie par eux comme un ensemble d'institutions singulières, je cite, de formes de vie, de formes de lutte, d'organisations économiques et syndicales, de grèves, de rupture des processus d'exploitation, d'expériences de réappropriation, de nœuds de résistance. Fin de la citation. L'intelligence collective communiste, donc, n'est pas, à ce moment-là, celle qui est forgée par les formes d'exploitation capitaliste. Elle est celle qui est forgée par les expériences de lutte contre cette exploitation et contre l'État qui l'organise. Il faut alors disjoindre cette idée du communisme de toute idée de nécessité historique. Bon, à ce moment, elle peut rejoindre l'idée de la démocratie que je propose, l'idée d'un processus de mise en œuvre d'une capacité de n'importe qui, autonome par rapport à la sphère publique définie par le fonctionnement étatique, l'idée d'une égalité qui n'est pas un but à atteindre, mais un processus qui construit au présent ses formes concrètes d'existence dans tous les domaines de la vie. Une telle idée semble impliquer un programme démesuré, mais il me semble que cette démesure est seule capable de donner aujourd'hui au mot de démocratie une puissance neuve. À vous. Το συμπέρασμα του Ζακ Ρανσιέρη είναι ότι ενάντια στην αντίληψη ότι η δημοκρατία είναι ένα κράτος, ένα πολίτευμα, ενάντια ή κριτικά προς την ιδέα του μαρξισμού ότι η δημοκρατία είναι απλώς μια επίφαση δημοκρατίας, θέλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία ως τη συλλογική ικανότητα, ως αυτή την παράξενη, την παράδοξη δυναμική και στο συμπέρασμά του έκανε μία αναφορά στα τελευταία χρόνια που αναπτύχθηκε η ιδέα του κομμουνισμού από άλλους στοχαστές. Ανέφερε τον Αλέν Μπαντιού και από τη μια μεριά και τους Νέγκρι και Χάρτ από την άλλη. Στον Μπαντιού μπορούμε και στις ερωτήσεις βέβαια να διευκρινιστούν αυτά. Για την ιδέα του κομμουνισμού, όπως την προτείνει ο Αλέν Μπαντιού, έχει μια κριτική που λέει ότι ξεκινάει πάλι από την ανισότητα, δηλαδή προτείνει ο Μπαντιού την ένωση των μη προνομιούχων, των προλετάριων, ξέρω εγώ, μέσα από την πειθαρχία, αλλά αυτή η έννοια της πειθαρχίας προϋποθέτει κάποιους ειδήμονες και κάποιους, ας πούμε, που δεν μπορούν να σκεφτούν από μόνοι τους κατά κάποιον τρόπο. Ως προς τους Νέγκρι και Χάρτ αναφέρθηκε σε αυτή την άειλη παραγωγή, την άειλη εργασία, την άειλη παραγωγή που προτείνουν. Από τη μια μεριά φαίνεται να αναπαράγεται το σχήμα το κλασικό του Μάρξ, ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που έρχεται σε κάποια αντίφαση με την ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων και θα περάσουμε σε μια άλλη μορφή, ας πούμε, παραγωγής. Αναφέρθηκε στον γνωσιακό καπιταλισμό που προτείνουν ο Χάρτ και ο Νέγκρι. Αν κατάλαβα καλά, έκανε μια μικρή κριτική, λέγοντας ότι το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει το σύστημα μέσα από αυτή τη σκέψη, γιατί είναι η σκέψη του συστήματος που παραμένει, άρα ο όρος του πλήθους ή τα πλήθη που αναφέρουν είναι κάπως προβληματικός, παραπέμπει σε μορφές ζωής. Ωστόσο, στο τέλος είπε ότι αυτή η αντίληψη του Νέγκρι και του Χάρτ, αν κατάλαβα καλά, με προϋπόθεση να απορρίψουμε κάθε ιστορική αναγκαιότητα προς ένα σκοπό, μπορεί να συνδυαστεί με τη δική του αντίληψη περί δημοκρατίας ως της ικανότητας όλων... Του καθενός, όχι όλων. Του καθενός. Του καθενός. De tous et de chacun, non?